Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie cette semaine de Delphine Girard. Bonjour Delphine. Dans l'actualité cette semaine, c'est bien sûr le vote du mariage pour tous qui a retenu notre attention à l'Assemblée. Épilogue parlementaire de discussion sous haute tension. 331 voix pour, 225 contre et 10 abstentions. Les parlementaires UMP sont immédiatement partis déposer un recours au Conseil constitutionnel. Le projet de loi de moralisation de la vie publique en Conseil des ministres, le texte prévoit notamment plus de transparence pour les élus. Les parlementaires sont en majorité d'accord, sauf pour la publication de leur patrimoine. Bataille d'amendements en vue lorsque le texte arrivera à l'Assemblée. Enfin, le torchon brûle entre les élus communistes et le gouvernement. En cause, l'amnistie syndicale qui avait été votée au Sénat. Cette semaine, le ministre Alain Vidalies a exprimé son désaccord sur ce texte. Dans la foulée, la commission des lois de l'Assemblée l'a rejeté. Les communistes sont furieux et là encore, le passage dans l'hémicycle promet d'être chaud le 16 mai prochain. Et avec nous pour commenter les temps forts de cette semaine, Annick Lepetit. Bonjour, vous êtes députée socialiste de Paris, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Alors avant de dérouler ensemble l'actualité, c'est la tradition dans cette émission. On va écouter ce que pensent de vous vos collègues députés. Ils ont été interrogés par Françoise Lama. Elle est une députée assidue, très investie sur les questions notamment qui touchent au logement et en plus aujourd'hui une de mes porte-parole au groupe socialiste et voilà, je travaille avec elle en toute confiance. Nous avons participé à de nombreuses séances en commun. J'ai l'impression que c'est une adversaire plutôt rugueuse et de ce que je peux en juger, voilà, elle m'a l'air convaincue. Très à gauche, donc c'est une vraie adversaire. C'est quelqu'un qui me paraît, en tout cas, autant que je puisse en juger, assez présente dans l'hémicycle, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui s'investit dans son mandat, et ça je peux le dire en toute honnêteté. Elle défend ses convictions qui ne sont pas les miennes. Il m'est déjà arrivé d'être en opposition avec elle, notamment sur le débat européen. Nous avons bretté amicalement mais fermement. Donc je lui conseille de continuer son action de manière que je puisse m'opposer à elle. C'est une femme que j'apprécie énormément. Elle a du caractère, elle n'a pas sa langue dans la poche et c'est une militante hors pair. J'aime beaucoup Annick, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Elle est toujours souriante, accueillante et disponible. Et elle nous a permis au début pour nous les nouveaux parlementaires d'être aguerris plus vite que on pouvait l'être parce que avec les petites astuces, la connaissance qu'elle a du Parlement, c'est toujours utile. Donc merci Annick, tout simplement. Alors à la fois accueillante, mais aussi rugueuse, convaincue, ça vous correspond ce que vous avez entendu? Que de compliments. Oui, même plutôt gentille. Moi, je vais revenir. Enfin, rugueuse et très tous à les gauche. jours chez vous parce que j'ai jamais entendu autant de compliments. Ça fait plaisir. Pourtant, on cherche. Vous inquiétez pas, on cherche les détracteurs. Hein. Rugueuse, carrée, convaincue, ce sont les qualités d'un porte-parole. Oui, les qualités d'un porte-parole, c'est justement d'essayer de résumer la parole de tous. C'est pas toujours facile. C'est pour ça que je plaide avec d'autres pour le collectif et pour éviter, c'est vrai, que chacun fasse entendre sa petite musique. Quelquefois, c'est vrai avec raison sur le fond, mais d'autres fois pas toujours. Donc, être porte-parole, c'est justement plutôt d'être dans la recherche de la synthèse. Porte-parole, on précise, c'est que toutes les semaines ou presque, enfin vous tournez, mais c'est vous qui après les réunions de groupe, aller porter la parole de ce qui s'est dit. Et c'est sûrement pas toujours très simple. Heureusement, nous partageons cette fonction avec mon camarade Thierry Mandon. Et on s'entend très bien tous les deux. Mais en même temps, nous étions aussi tous les deux, on va en parler, au séminaire de notre groupe, où nous plaidions pour qu'il y ait un travail en amont un peu plus développé. Et on entendait Eduardo Riancipel. Vous avez formé les petits jeunes, les petits nouveaux, il y en a eu beaucoup l'année dernière. Il y a beaucoup. Vous les avez aidés oui et non, parce que je leur ai expliqué. C'est vrai qu'ils se tournaient vers nous parce qu'ils découvraient l'Assemblée nationale. Il faut du temps pour la découvrir. Il faut du temps. Moi qui ai été élue en 2002, nous étions peu nombreux à gauche à être de nouveaux parlementaires en 2002. Et personne ne m'a aidée, donc je me suis débrouillée toute seule. Donc c'est vrai pour un certain nombre de choses, bien sûr, nous les avons aidés, j'étais pas la seule à le faire. En revanche, ce que je leur ai dit et ce qu'ils avaient du mal à comprendre, c'est que moi je vivais pour la première fois
la majorité. Être député de la majorité, je vous garantis que ça n'a rien à voir avec être député de l'opposition. Je l'ai connu pendant 10 ans, l'opposition, donc je suis ravie. Et c'est ce que je souhaitais. J'ai tout fait pour être député dans la majorité. Ça vous prend beaucoup plus de temps. Et vous avez de fait beaucoup plus de responsabilités, et notamment en termes de présence, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'être minoritaire sur un projet de loi, bien sûr. Député de la majorité, ça n'exclut pas les états d'âme, c'est ce qu'on va voir tout de suite, puisqu'on commence lundi avec une petite séance de thérapie collective. C'est une thérapie de groupe, effectivement, qui se passe à l'Assemblée en ce lundi. Il s'agit de votre groupe de députés socialistes. Jean-Marc Ayrault est venu dans l'après-midi vous voir pour entendre vos récriminations, vos griefs, éventuellement vos compliments. Message entendu, a dit le Premier ministre en sortant de la séance collective. Jean-Baptiste Daoulas. Ambiance de thérapie de groupe à l'Assemblée. L'affaire Cahuzac mine le moral des députés socialistes. Un groupe majoritaire qui a bien du mal à trouver sa place 1 an après l'élection de François Hollande. Il faut sortir d'un rapport entre le gouvernement et les parlementaires où on n'aurait le choix que d'être soit déloyaux, soit godillots. Les mois qui ont passé n'ont pas toujours permis d'avoir une coopération optimum entre le groupe socialiste et le gouvernement. Les députés ne veulent plus subir les textes de loi, mais bien être associés en amont. À l'Assemblée, le Premier ministre a voulu les apaiser. Je comprends bien ce que représente la tâche de parlementaire, c'est-à-dire à la fois de voter la loi, de soutenir le gouvernement lorsqu'on est dans la majorité, mais aussi être en contact permanent avec le terrain et de faire le lien entre les deux. Donc c'est ça que je suis venu d'abord écouter, et puis je dirais quelques mots à la fin de cette réunion, et je crois qu'elle aura été de toute façon extrêmement utile. Aucune décision concrète n'a été annoncée après le séminaire, mais les couacs ont aussi été évités. À la sortie, même la turbulente aile gauche est satisfaite de la méthode. Même moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi décomplexé en termes de prise de parole et de franchise. Autre revendication des députés socialistes, rencontrer régulièrement François Hollande. Le président avait pourtant juré qu'il ne convoquerait jamais la majorité à l'Élysée, mais la porte est entrouverte. Les bus entiers qui arrivent à l'Élysée pour recevoir des consignes, c'est fini. En revanche, le fait de pouvoir recevoir par petits groupes les parlementaires, c'est ce que tout le monde souhaite et c'est déjà ce qu'il fait. En attendant François Hollande, les députés socialistes recevront Jean-Marc Ayrault et Harlem Désir dès ce mardi en réunion de groupe. Au programme, la politique économique de la majorité. Alors Annick Le Petit, vous vous occupiez du groupe de travail intitulé La vie parlementaire et vous avez eu la lourde tâche de rassembler les griefs pour les porter au Premier ministre. Alors, c'était quoi ces griefs? Oui, enfin, c'était pas une lourde tâche, hein. C'était un travail nécessaire en fait, parce que là, nous avions eu un travail collectif en atelier toute la matinée. Et donc, par exemple, pour ce qui concerne mon atelier, il y avait à peu près une centaine de députés qui étaient présents. Par petits groupes, et puis à peu près une cinquantaine qui se sont exprimés. Donc, quand j'ai rapporté en début d'après-midi devant le Premier ministre et devant les autres ministres qui étaient présents, et puis devant mes collègues bien évidemment, j'avais le sentiment de porter une parole, justement une parole collective. Alors qu'est-ce qui ressort justement de ces griefs? Ce qui ressort, c'est que y a une volonté de notre part d'être associés un peu plus en amont dans l'élaboration des textes de loi. Alors ça peut paraître logique, ça peut paraître être la moindre des choses, c'est vrai que ça ne se passe pas comme ça. Plus de liens avec les cabinets ministériels? Plus de liens avec les ministres. On souhaite aussi qu'il y ait une collaboration politique, pas bien sûr technique, mais avant tout politique. Or souvent, quelquefois, elle est technique. Elle arrive en fin de parcours d'un texte et finalement les échanges se font sur une virgule. Alors qu'en fait, ce que j'ai en tout cas senti, c'était plutôt une volonté d'être associé pour à la fois, bien sûr, l'élaboration du texte, mais surtout pour faire remonter aussi ce que nous entendons tous les jours dans nos circonscriptions, parce que c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de lois. Il y en avait beaucoup avant, on l'a d'ailleurs reproché au gouvernement précédent, nous en faisons nous-mêmes beaucoup. Oui. Notre rôle de parlementaire, c'est bien sûr d'élaborer et de voter les lois, mais c'est aussi de regarder très précisément comment elles fonctionnent et comment elles sont mises en pratique sur le terrain. Et on le voit bien en ce moment, finalement. C'est ça qui se passe. On le voit sur des lois qui ont été emblématiques lors de la précédente législature.
parle par exemple du Grenelle de l'environnement. On a beaucoup parlé du Grenelle de l'environnement. Le problème, c'est que vous avez la moitié des articles qui ne sont toujours pas parus par décret. Alors c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il y avait sans doute des choses qui n'allaient pas. De l'application des lois. Hein. C'est l'éternel problème du foisonnement des textes de loi. Et pour certaines d'entre elles, dès lors qu'il faut les appliquer, eh bien, l'administration a du mal à le faire. Donc il faut sans doute que le politique reprenne un peu le dessus et qu'on mette un peu de bon sens aussi sur les textes que nous votons et leur application sur le terrain. Juste une petite question subsidiaire, Annick Le Petit. Est-ce que le président de la République doit recevoir à l'Élysée les députés socialistes? Il a déjà commencé. Alors, président, je ne les recevrai pas. À l'Élysée. Oui, il avait dit cela parce que nous étions sous l'ère de Nicolas Sarkozy, qui recevait, c'est vrai, à tout va. C'était déjà quasiment relaté dans la presse avant même qu'il ait prononcé ses premiers mots. Et d'ailleurs, souvenez-vous, petit groupe, oui, mais en troupeau comme c'était, non. Nous entendions à travers ce qui était relaté, les propos de Nicolas Sarkozy aux députés. Nous, ce que nous souhaitons aussi, bien sûr que nous souhaitons entendre le président, mais nous souhaitons aussi pouvoir lui parler, parce que il faut qu'il garde ce lien avec, je veux dire d'une manière générale, les corps intermédiaires et particulièrement les élus que nous sommes. Donc c'est ça que nous lui demandons. Il a commencé par voir une dizaine de nouveaux députés, parce que c'est vrai. Très discrètement, qu'il a plus de la moitié du groupe. Qu'il a sorti l'information. Oui, alors figurez-vous que moi je l'ai appris le lendemain matin par justement des nouveaux députés qui m'ont raconté donc leur rendez-vous. Je n'y étais pas, non, mais je ne fais pas partie des nouveaux députés, mais je pense que tout ça va se faire. Voilà, il n'y a pas non plus une urgence absolue. Et pour moi, l'essentiel, c'est bien sûr éviter, parce que ça arrive à tout le monde, quel que soit le niveau d'ailleurs, hein, ça évite aussi à un certain nombre de présidents de conseils généraux ou de maires, éviter de se laisser enfermer, isoler, et ça c'est fondamental, particulièrement quand on est à l'Élysée, mais même aussi quand on est ministre de n'importe quel ministère. Alors pendant que le Premier ministre s'efforçait de rassurer cette majorité tourmentée, l'aile gauche du Parti socialiste en a profité pour présenter le même jour au Sénat son contre-projet économique, un document de 30 pages à contre-courant de la politique du gouvernement. Écoutez ce qu'en dit Emmanuel Morel, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et animateur du courant Maintenant la gauche. Il y a des millions de Français qui aujourd'hui se posent les mêmes questions. Comment on fait pour résorber le chômage de masse? Et il y a des millions de gens qui se disent, est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre une pause dans la politique de réduction des déficits publics et de faire une relance par la consommation, notamment les bas salaires, les minima sociaux? J'entends un ministre ferme sa gueule ou ça démissionne. Nous, ça vous a pas échappé, on n'est pas au gouvernement, on est des militants socialistes. Et en tant que militants socialistes, on pense que notre devoir, c'est précisément d'ouvrir notre gueule. Il y a un réel malaise des députés de l'aile gauche. Ils disent qu'ils ne se retrouvent plus dans la politique de François Hollande. Ils disent pas ça. D'abord, ils disent pas tous la même chose. Hein. Il faudra quand même qu'on définisse exactement ce qu'on appelle l'aile gauche, parce que je pense que c'est une parole un peu facile. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis à gauche, je me sens à gauche, et je n'ai pas le sentiment que Monsieur Morel, qui n'est pas député, est plus à gauche que moi. Mais on peut prendre l'exemple de Marie-Noëlle Lienemann, qui est sénatrice, puisque elle a signé ce texte. Faire une pause. Mais le problème, c'est que ça se passe pas comme ça. Ça me rappelle d'ailleurs un certain nombre d'élus ou même de nos concitoyens, ou même quelquefois de journalistes qui pensent que au bout des 10 ans de droite qui gouvernaient notre pays, eh bien on pourrait mettre les compteurs à zéro, prendre une éponge, effacer l'ardoise. Comment se fait-il qu'au bout de 11 mois, vous n'ayez pas réussi à mettre en place toutes les réformes, à réduire le chômage, etc. etc. C'est pas vrai, ça, c'est de la fiction. Ça n'existe pas. Il y a quand même un certain Claude Barthelone qui réclame un nouveau temps du quinquennat avec des signes à l'électorat de gauche. Oui, mais il va venir, ça, c'est pas quand même un peu contre la rigueur? Non, je ne crois pas. J'ai lu bien évidemment ce qu'a dit Claude Barthelone. Je l'ai entendu ce week-end puisqu'il s'est pas mal exprimé sur des chaînes de télé. Au contraire, il a défendu la politique économique du président de la République et du Premier ministre. Alors après, quand il dit cette politique d'austérité, elle est nécessaire. On n'est pas dans la politique d'austérité. La politique d'austérité, c'est celle, par exemple, proposée par François Fillon, là, cette semaine d'ailleurs, je crois, où il disait qu'il faudrait qu'on soit payé 35 heures
mais qu'on travaille 39 heures. Ça, c'est de la politique d'austérité. Quand on est obligé de baisser les retraites, le revenu, quand on est obligé de baisser les salaires, quand on est incapable d'assurer une protection sociale, là, on rentre dans l'austérité. Ce n'est pas notre cas. Nous préservons non seulement les familles les plus modestes, notamment sur le plan de l'impôt, mais aussi nous assurons cette protection sociale. C'est vrai qu'on voit moins dans des pays, je pense notamment à des pays du sud de l'Europe, où là, l'austérité est déclarée. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Est-ce qu'on peut quand même, est-ce que vous êtes d'accord pour lâcher un peu de l'Est il y a quand même vendredi après-midi ce message des socialistes à Angela Merkel pour desserrer un peu les taux, pour qu'on desserre les taux. Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais ça, il s'agit de la politique d'Angela Merkel et de la politique européenne. Une austérité européenne c'est pas la même nous chose. Oblige à respecter les 3% de déficit. Oui, mais on n'est pas sur le même créneau, me semble-t-il, si vous me permettez 2 secondes. Ce que proposait, ce qu'on a entendu dans votre sujet, Marie-Noël et Lindemann et quelques autres, c'est le changement de politique en France. En revanche, moi je crois au contraire qu'il faut soutenir la politique présentée, faite par le président de la République et par le Premier ministre, parce que c'est aussi cette politique-là qui va permettre de faire entendre davantage la voix de la France par rapport à la politique européenne qui est menée. Et de commencer à desserrer les taux, ou sur d'autres sujets qui concernent par exemple la lutte contre les paradis fiscaux. On voit bien que sur un certain nombre de sujets qui ont été portés par la France, qui ont été portés par François Hollande, petit à petit on commence à être entendu. Bien sûr qu'il faut desserrer les taux vis-à-vis de l'Allemagne. Bien sûr qu'il faut peser sur Angela Merkel. Mais nous ne pourrons peser vis-à-vis d'elle ou sur elle que si nous-mêmes, j'ai envie de dire, nous balayons devant notre porte. Et balayer devant notre porte, c'est réduire les déficits qui ont été quand même creusés de façon incroyable ces dernières années. Et ça peut paraître là aussi incroyable par la droite elle-même. Donc, c'est pour ça que je me tourne vers mes camarades quand ils se définissent de l'aile gauche. Je veux dire, réduire la tête, ce n'est pas une politique de droite. La preuve, c'est que la droite avant nous ne l'a pas fait. Alors, Annick Le Petit, on va passer au mardi. Mariage pour tous, clap de fin ou presque? C'est l'épilogue d'un feuilleton parlementaire qui durait depuis 6 mois. Le mariage pour tous est adopté en ce mardi par les députés dans une ambiance que l'on a qualifiée d'électrique. Résumé de cette séance, qualifiée aussi d'historique par Jean-Baptiste Daoulas. Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée. Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle. Des opposants au mariage pour tous tentent de déployer une banderole en tribune. Ils sont ceinturés et expulsés de l'hémicycle. Un incident qui n'empêche pas le vote du texte quelques minutes plus tard. Pour 331, contre 225. Standing ovation sur les bancs de la gauche. La droite, elle, a déjà déserté l'hémicycle. Jusqu'au bout, l'ambiance aura été électrique, à l'image des 136 heures de débat consacrées au texte par l'Assemblée. Noël Mamère rappelle le déferlement homophobe du mariage homosexuel qu'il avait célébré à Bègle en 2004. J'ai encore dans l'oreille, devant les grilles de la mairie de Bègle, ceux qui criaient les PD en camp de concentration. En face, l'opposition ne désarme pas. Une fois de plus, Hervé Mariton met en garde le gouvernement. Vous aurez sans doute la majorité. Je vous demande de respecter l'orateur. Votre loi est fragile. Votre loi est fragile. Nous saisirons le Conseil constitutionnel. Et chacun le sait ici, vous vous méfiez du peuple. Après le vote, Christiane Taubira veut mettre un terme aux tensions homophobes des derniers jours. Elle lance un appel aux jeunes homosexuels en souffrance. Si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. L'Assemblée tourne la page d'un feuilleton épique. Tous les regards sont maintenant tournés vers le Conseil constitutionnel.
Annick Le Petit, vous êtes dit quoi au moment du vote? Ouf, c'est terminé? Je me suis dit que désormais tous les couples étaient égaux. On pouvait, quel que soit son couple, quel que soit son choix de vie, décider de se marier, de ne pas se marier, de se paxer, de ne pas se paxer. Voilà, c'était ça le fond de la demande, c'était ça le fond de nos débats. Vous faites partie des députés socialistes qui ont renoncé à l'amendement PMA, procréation médicalement assistée, parce qu'on vous avait donné la garantie que ce serait dans un texte famille. Tout à fait. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette promesse sera tenue? Ce texte n'est pas, la famille n'est pas à l'ordre du jour de l'Assemblée pour l'instant. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais en même temps, tout à l'heure, je vous disais qu'on légiférait beaucoup. Donc, puis, voilà, on est là pour 5 ans. Mais je pense que nous pourrions le faire, d'autant que... Vous croyez encore à cette promesse? Oui, vous savez pourquoi je le crois, parce que quand vous avez, comme moi, écouté les débats jour et nuit, et que vous avez entendu les arguments de l'opposition, ils ont persuadé tout le monde que la PMA était déjà dans ce texte. Alors, tant qu'à faire, on peut continuer à en parler et vraiment faire en sorte que dans un texte plus large, nous puissions mettre la PMA. En tout cas, moi, je ne change pas d'avis par rapport à ce que je disais il y a quelques mois. Si dans ce texte sur la famille, il y a la PMA pour les couples homosexuels, est-ce qu'il ne faut pas alors aller vers la GPA, la gestation pour autrui, pour les couples d'hommes? Non, je trouve, je n'en fais absolument pas un pendant. Je ne comprends pas qu'on puisse comparer l'un et l'autre. Ce n'est absolument pas la même question. Ça permet d'avoir un enfant avec un lien biologique. Non, mais c'est comme si vous... Excusez-moi, je ne dis pas ça par rapport à vous. Mais c'est comme si vous me disiez, bah écoutez, voilà, les femmes sont enceintes, donc les hommes aimeraient aussi être enceintes. C'est à peu près la même comparaison. Donc je ne fais aucune comparaison entre l'un et l'autre. Mais vous avez raison, ce débat n'a pas eu lieu, puisqu'il n'était pas, la PMA en tout cas, n'était pas dans le texte. Mais les discussions qui ont eu lieu dans l'hémicycle, au-delà des sourires qu'on peut avoir par rapport à c'est vrai, une exagération et une caricature qui s'est produite, et notamment à des mensonges, nous devons de toute façon, je pense, avoir un débat sur les questions de famille, au pluriel, parce que là aussi, on a entendu qu'on n'avait pas forcément la même appréciation, la même vision de la réalité qu'est notre pays aujourd'hui concernant l'évolution des familles. En un mot, on a vu la droite saisir le Conseil constitutionnel. Vous redoutez une censure du Conseil constitutionnel sur ce texte, notamment sur les questions d'adoption? Non, je ne redoute pas, parce que l'article 1, ça a déjà été dit par le président du Conseil constitutionnel il y a plusieurs semaines maintenant, qui est l'article... majeur de ce texte de loi. Il définit le mariage pour tous, et dans la Constitution, il n'est pas écrit noir sur blanc qu'il faut être hétérosexuel pour se marier. Donc je n'ai aucun souci là-dessus. Après, il y a peut-être sur le plan de l'écriture juridique dans un certain nombre de codes, puisque nous avons beaucoup de codes qui régissent notre juridisme dans ce pays, oui, peut-être ça se produira, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut avoir aucune crainte sur la remise du mariage et de l'adoption, parce qu'on sépare les deux. Et l'opposition avait évidemment cette volonté-là systématiquement, mais en fait, quand vous regardez les textes, ça va ensemble. C'est-à-dire que, en tout cas, voilà, la filiation est dans le mariage, dans le code civil. Allez, on passe au mercredi, c'est opération main propre. Le gouvernement abat ses cartes pour moraliser la vie politique, mesures d'interdiction des activités de conseil pour prévenir les conflits d'intérêts. Et puis après la transparence imposée aux ministres, les parlementaires seront soumis à des obligations, ce qui ne va pas sans susciter quelques réticences, aussi bien à droite qu'à gauche. Jean-Baptiste Daoulas. Les parlementaires traînaient des pieds, mais le gouvernement persiste. Le projet de moralisation prévoit la publication de leur patrimoine. Outre les ministres et les parlementaires, les responsables d'exécutifs locaux seront aussi concernés. Une haute autorité indépendante sera chargée de contrôler les patrimoines. Les refus de déclaration ou les mensonges seront punis. Les sanctions pénales en cas de non-transmission ou de déclaration mensongère seront lourdes. 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour les membres du gouvernement. Reste à définir à quel point les patrimoines des parlementaires seront rendus publics. Plutôt réticents, les députés PS sont prêts à négocier.
Nous sommes persuadés qu'il est possible d'avoir un très large accord et peut-être même, si elle le veut bien, de l'opposition sur ce texte à partir du moment où on ne recule pas sur la transparence et en même temps on encadre la publicité parce que ce n'est pas non plus à livre ouvert toutes les informations pour tous les proches des parlementaires. À l'Assemblée, le sujet dépasse les clivages politiques entre transparence à tout prix et peur du voyeurisme. La publication des déclarations de patrimoine n'apportera rien du tout, sauf satisfaire un certain voyeurisme, instituer une démocratie du pipe show. Eh bien moi je peux aller m'expliquer devant tous mes concitoyens sur mon patrimoine au premier euro et leur expliquer pourquoi je suis propriétaire de mon appartement, parce que j'ai acheté il y a 15 ans, que je me suis endetté, que j'ai remboursé mes dettes, etc. Sur le cumul avec d'autres activités professionnelles, le gouvernement a lâché du lest. Il n'est plus question d'une liste de métiers interdits pour les parlementaires. Ils devront simplement éviter de conseiller ou de travailler pour une entreprise dont l'activité est en lien avec l'administration. Enfin, nouvelle règle, les parlementaires fonctionnaires ne seront plus en détachement, mais en disponibilité. En clair, leur carrière professionnelle restera au point mort pendant leur mandat. Alors la publication du patrimoine reste un peu en travers de la gorge de certains parlementaires. Est-ce que vous allez le faire aisément? Écoutez, ça se fera dans un cadre. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui est demandé. Moi, je suis très contente qu'il y ait une loi. Parce que, quand même, j'observe depuis 11 mois maintenant que nous n'avons pas voulu, nous en avions discuté au mois de juillet, contrôler les frais de fonctionnement que nous avons, qu'on appelle l'IRFM. Nous n'avons pas voulu supprimer la réserve parlementaire. Quand je dis supprimer, en faire autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire distribuer... ou au moins le rendre transparent, mais même, c'est l'idée même de cette réserve parlementaire qui est quand même curieuse. Je vous livre une petite anecdote. Moi, j'ai mis 3 ans, quand je suis devenue députée en 2002, avant de savoir qu'il existait une réserve parlementaire. J'étais peut-être un peu naïve, mais enfin, personne était venu me... C'est ce que vous disiez Personne tout à l'heure. ne nous avait informé, et surtout personne venait en parler, puisque chaque député n'avait absolument pas envie de dire ce qu'il faisait de cette enveloppe. Alors, c'est vrai, il y a eu quelques modifications introduites par le président Claude Barthelone, mais c'est pas suffisant. Alors, oui, c'est pas suffisant. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas à chaque fois dire non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible et ça c'est pas possible. Et est-ce que c'est une avancée pour vous, ce projet de loi est une avancée? Oui, parce que je suis d'accord pour que ce soit dans un cadre. Depuis 11 mois, il y avait aussi une autre chose qu'on voyait, c'était un certain nombre de nos collègues qui mettaient sur leur blog leur patrimoine. Moi, je n'ai pas entendu Claude Barthelone tirer la sonnette d'alarme en disant attention, pourquoi certains le font, parce que ça veut dire que, regardez, moi, j'ai rien à cacher. Certains alors que mes parlementaires voisins... ont le sentiment d'être jetés en pâture. Mais non, justement, c'est pour ça que je vous parle d'il y a 11 mois. C'est pas vrai. On n'est pas jeté en pâture. Ça, c'est une fausse lecture. En plus, la transparence de la vie politique, c'est toujours la gauche qui l'a portée. Voilà. Et donc là, on parle, c'est vrai, plus spécifiquement pourquoi de la publication du patrimoine des élus, parce que on a le sentiment, et particulièrement nous les parlementaires, qu'on est en train de fermer toutes les portes, de fermer les volets à double tour. Je pense que c'est une mauvaise image. Vous êtes d'accord pour la publication les députés. On comprend pas très... Vous êtes d'accord pour la publication des patrimoines des députés ou Mais pas? de toute façon, c'est dans la loi. Alors moi, j'ai des amendements. Hein, un amendement de suppression à la loi. Oui. Eh ben, écoutez, on en reparlera. C'est soumis à l'avis du Conseil. Visiblement, c'est le Conseil d'État qui prend ça par décret. Encore une fois, il doit y avoir des règles. Moi, je souhaite que la vie privée soit préservée parce que c'est une transparence totale. Oui, à condition qu'il y ait un cadre, mais de la même manière, lorsque nous parlons de nos patrimoines en faisant nos déclarations d'impôts, eh ben, on remplit un formulaire, il y a un cadre. On est allé assez loin sur les conflits d'intérêts, le fait qu'on interdise juste le cumul avec une fonction de conseil, de consultant. On pourrait aller plus loin en reprenant certaines propositions du rapport Jospin qui vise aussi les présidents de conseils généraux ou les maires, par exemple. Vous pouvez être élu local et présider une société d'aménagement. Moi, je pouvais être parlementaire. Donc, non, c'est pas forcément le cumul des fonctions. Oui, c'est-à-dire que les élus sont beaucoup dans des conseils d'administration, ont aussi ce rôle qu'on ne connaît pas toujours. Et là, vous avez, c'est vrai, la possibilité. Alors après, bien évidemment, à chacun d'avoir cette discipline et cette rigueur
pour ne pas se laisser aller au délit d'initié ou au conflit d'intérêts, mais il faut quand même le réglementer un peu plus. On verra sans doute des amendements en ce sens. Oui, on suivra ça avec intérêt. Mercredi encore, journée à marquer d'une pierre noire pour les rapports entre le gouvernement et les élus communistes. Au Sénat, ces derniers avaient réussi à faire passer un texte instaurant une amnistie pour des délits commis lors de mouvements sociaux. Mais le ministre Alain Vidalies se dit en ce mercredi opposé à cette amnistie. Et dans la foulée, le texte est rejeté en commission des lois à l'Assemblée. Colère des députés et des sénateurs communistes. Rabika. Aucun article n'ayant été adopté, il n'y a pas lieu de soumettre l'ensemble de la proposition de loi au vote de la commission. Un rejet qui entérine la division sur ce texte d'amnistie au sein même de la gauche. Cette proposition de loi communiste avait pourtant été adoptée au Sénat par une très courte majorité le 27 février dernier. Ce texte vise à amnistier les délits commis lors des mouvements sociaux depuis 2007. Mais ce mercredi matin, le gouvernement clarifie sa position par la voix de son ministre des Relations avec le Parlement. La position du gouvernement dans ce débat sera non. Nous ne sommes pas favorables à cette amnistie, ni à aucune autre. Ça a été la position du président de la République depuis l'origine. Une décision qui pourrait faire monter d'un cran la tension entre le PS et les élus communistes. On arrive à l'Assemblée nationale et le ministre chargé des relations avec le Parlement dit dans la presse, bah écoutez, excusez-nous, non, on votera, on empêchera cette loi de passer. Je trouve qu'entre les deux, eh bien l'oreille du gouvernement s'est un peu trop tendue du côté du MEDEF. Nathalie Kosciusko-Morizet y voit une totale improvisation de la part du gouvernement. Ils se rendent compte que ça tombe mal et alors bon, dans la plus grande confusion, après l'avoir plus ou moins soutenu au Sénat, finalement le gouvernement déclare qu'il ne la soutiendra pas à l'Assemblée nationale. Mais tout ça, on le voit, c'est de l'affolement. C'est de la précipitation. C'est la précipitation pour un gouvernement qui ne sait pas quoi faire en matière économique et sociale, qui n'est pas au rendez-vous des vrais problèmes des Français. Les communistes n'ont pas dit leur dernier mot. Ils pourront de nouveau défendre leur texte le 16 mai prochain dans l'hémicycle. Alors le 16 mai prochain, donc niche parlementaire communiste, vous voterez pour ou contre ce texte? Contre. Donc vous suivrez l'avis du gouvernement? Je suivrai l'avis de la commission. L'oreille du gouvernement s'est tendue du côté du MEDEF, dit Marie-Georges Buffet. Il y a eu un changement parce que visiblement les sénateurs communistes avaient l'aval de Christiane Taubira. Maintenant le gouvernement est contre. Je ne crois pas que les sénateurs communistes avaient l'aval de Christiane Taubira. En effet, c'est vrai que le gouvernement a dit sagesse, puisqu'il y avait une majorité pour, et donc le gouvernement n'avait sans doute pas envie de se retrouver minoritaire. Quand le gouvernement dit sagesse, c'est qu'il ne prend pas part à cette discussion. Je comprends en même temps que chez les sénateurs socialistes qui ont beaucoup retravaillé sur le texte, se sont dit, puisqu'on a énormément retravaillé sur le texte, allons-y. Parce que cette loi d'amnistie en tant que telle n'a pas vraiment de sens. Alors il y a quelques mesures, et d'ailleurs Alain Vidalies, je l'ai entendu, l'a dit, notamment sur ceux qui ont refusé de se soumettre aux tests ADN pour être dans les fichiers. Bon, ça pourra se retrouver dans d'autres lois, et notamment des lois pénales qui vont arriver bientôt à l'Assemblée nationale. Mais en tant que tel, donner le signe que bien évidemment, sous prétexte que vous êtes dans un conflit extrêmement dur socialement, vous pouvez faire n'importe quoi et tout casser, c'est un signe que le gouvernement n'a pas souhaité donner et que la commission des lois, parce qu'on parle peu de la commission des lois quand même, que la commission des lois n'a pas voulu non plus donner. Donc oui sur quelques mesures spécifiques dans d'autres véhicules législatifs, mais pas oui sur cette proposition de loi. Alors au Sénat, le Front de gauche reste furieux après le recours au vote bloqué pour faire adopter la loi sur la sécurisation de l'emploi. Les sénateurs communistes, mais aussi les sénateurs de droite, ont donc obtenu du gouvernement le report au 15 mai de l'adoption définitive de ce texte. Joachim Rob. Tourner enfin la page mariage et se consacrer à l'emploi, c'était l'espoir de François Hollande. Aujourd'hui, plus que jamais, le rassemblement du pays doit se faire sur l'emploi, le redressement, la confiance. Le gouvernement espérait donc un vote définitif jeudi de la loi sur l'emploi. Mais c'était sans compter sur la fronde des sénateurs ulcérés par le recours à un vote bloqué pour écourter les débats. Communistes en tête, ils ont décidé de reporter le scrutin au 14 mai.
Quand on fait un vote bloqué, excusez-moi, ce n'est pas respecter le travail parlementaire. C'est décider brutalement qu'il n'y a plus de débat. Quelle que soit la position qu'on peut avoir sur les différents textes, il faut que le Parlement soit respecté, il faut que le débat parlementaire aille à son terme. 2 semaines de délai, a priori rien de grave, sauf que le gouvernement espérait faire passer cette loi avant les défilés syndicaux du 1er mai et la manifestation du Front de gauche le 5 mai. Je comprends que le gouvernement soit embarrassé, il s'est mis lui-même dans la difficulté avec la volonté de passer en force au Sénat en n'écoutant pas suffisamment les débats et en prenant pas suffisamment le temps de la discussion. UMP, UDI, CRC et écologistes, 4 groupes ont voté ce report. Les socialistes connaissaient la position des communistes, mais regrettent que les écologistes aient rejoint la révolte. Moi, je trouve qu'il y a une incohérence absolue dans cette façon de fonctionner, parce que c'est pas, le débat n'était pas en général sur le vote bloqué, mais là, concrètement, sur une loi qui doit vite rentrer en application, qui est la traduction d'un accord. L'Assemblée nationale a voté mercredi soir la dernière version du texte avant son retour au Sénat dans 2 semaines. Alors le texte reviendra donc au Sénat le 14 mai. Est-ce qu'il n'y a pas une faute du gouvernement à quand même avoir recours à ce vote bloqué? Ils auraient pu prendre le temps de discuter tous les amendements déposés par le groupe communiste au Sénat. Je remarque de la faute du gouvernement. Moi, je vais faire partie des parlementaires qui défendent le gouvernement. Nous avons eu le temps de le discuter à l'Assemblée nationale. Après, bon, il y a des questions de calendrier, mais tout ça se négocie aussi avec le Sénat, et notamment le président du Sénat, qu'on n'entend pas d'ailleurs. Et donc, à un moment donné, je trouve que lorsqu'on déclare, dans tous les groupes d'ailleurs, que l'emploi est prioritaire, alors il faut le manifester par des actes concret. Et puis, puisqu'on en parlait tout à l'heure, excusez-moi de ce petit clin d'œil, mais enfin, on demande l'amnistie pour des faits ou des délits commis dans le cadre professionnel, mais en même temps, on ne veut pas, visiblement, légiférer un accord avec des amendements qui ont eu des avancées ici à l'Assemblée, que le Sénat peut tout à fait reprendre. On ne veut pas délibérer un accord partenarial, un accord, c'est vrai, historique. La CGT n'a pas signé, quand même. Certes, la CGT et FO ne l'ont pas signé, mais la CGT et FO ont participé aux négociations, et la CGT et FO signent des accords dans les entreprises en ce moment à tour de bras. Donc pourquoi ne veut-elle pas signer un accord national pour justement enclencher ce fameux dialogue social que nous demandons depuis des années et des années dans notre pays? Alors mercredi toujours, les députés votent la création d'une commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac, ou plutôt sur les actions entreprises par le gouvernement pour connaître la vérité après les révélations de Mediapart. Aucun des 6 groupes parlementaires ne s'est opposé à la création de cette commission. Jérémy Hartmann. Qui est contre? La majorité requise n'est pas atteinte. En conséquence, la demande de création d'une commission d'enquête est adoptée. Une commission d'enquête votée à l'unanimité. L'image n'est pas fréquente, mais de gauche comme de droite, les députés s'accordent sur l'utilité de ce travail de contrôle du gouvernement, d'abord réclamé par le groupe UDI. La rumeur est le poison de la démocratie. Aussi, la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête que le groupe UDI vous propose de voter a pour seul objectif de substituer à la rumeur la vérité. Car après les aveux de Jérôme Cahuzac début avril, c'est l'ensemble du gouvernement qui a été pointé du doigt par l'opposition. Que savait l'exécutif et depuis quand? Que savaient les services de renseignement? Y a-t-il eu instrumentalisation de l'administration fiscale? Pour répondre à ces questions, il reste à définir clairement le périmètre d'action de cette commission. Elle ne pourra pas enquêter sur l'affaire Cahuzac en tant que telle, car elle n'est pas autorisée à empiéter sur l'action de la justice, qui instruit déjà ce dossier. Sa seule mission consistera en fait à pointer les éventuels dysfonctionnements du gouvernement et des services de l'État dans la gestion de cette affaire. 3 ministères sont dans la ligne de mire, celui de l'économie et des finances, dont dépendait Jérôme Cahuzac, celui de l'Intérieur, dont les services ont été chargés d'authentifier l'enregistrement téléphonique dévoilé par Mediapart. Enfin, celui de la justice, non pas pour enquêter sur les juges, mais pour s'intéresser à l'action de la ministre Christiane Taubira et de son cabinet. En revanche, le président de la République ne sera pas concerné, mais les 30 députés membres de la commission espèrent auditionner certains collaborateurs de François Hollande, notamment son directeur adjoint de cabinet. Il aurait pu avoir été mis au courant dès le 15 décembre de l'existence des comptes suisses de Jérôme Cahuzac.
Alors, les socialistes ont signé des 2 mains pour cette commission d'enquête. Jean-Marc Ayrault s'était prononcé pour dans l'hémicycle, on s'en souvient. Est-ce qu'il faut que ces auditions soient ouvertes à la presse, au risque de s'enliser un petit peu dans cette affaire, peut-être, sur le plan médiatique? Puisque nous sommes dans la transparence, soyons-le jusqu'au bout. Moi, je vais vous dire une chose, je préfère qu'il y ait des commissions, un travail en tout cas parlementaire, quel qu'il soit, qui soit ouvert à la presse, plutôt que le lendemain d'avoir dans le journal ou dans vos commentaires, eh bien des phrases prononcées, off, dites anonymement. Enfin, moi, tous les jours, je suis frappée par ça. Moi, je préfère finalement que, à la limite, la presse assiste à nos travaux. Au moins, comme ça, c'est clair. En tout cas, pour ce qui est des socialistes, nous n'avons strictement rien à cacher. Nous avons, dès le début, dès que l'UDI a proposé cette commission d'enquête, dit oui. Vous remarquerez que ce n'était pas le cas lors du la précédente législature, où nous avions demandé un certain nombre de commissions d'enquête, que ce soit sur l'affaire Karachi ou sur d'autres, sur les sondages de l'Élysée. Nous nous tenons absolument au principe qui est de la liberté de la presse et de l'indépendance de la justice. Transparence, c'est le mot de cette émission. Oui, c'est le mot de la semaine, allez. Et on passe au jeudi, quand une mauvaise blague vire à l'affaire d'État. Tout a commencé par une vidéo diffusée sur le site d'Atlantico.fr, des images volées des locaux du syndicat de la magistrature dans lesquels on voit, je cite, un mur des cons, des dizaines de personnalités, la plupart de droite sont moquées. Alors cette affaire suscite un tollé à droite. Jeudi au Sénat, Christiane Taubira, la garde des Sceaux, annonce qu'elle a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. On l'écoute. J'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour lui demander s'il peut apprécier s'il y a un manquement à la déontologie. Ce syndicat a pris des risques sur l'ensemble du corps de la magistrature et notamment sur ses propres membres, à en juger par les menaces de récusation sur les procédures en cours. C'est dommageable à l'ensemble du corps. J'espère que nous en sortirons parce que ce qui est important, c'est qu'effectivement notre magistrature retrouve sa noblesse, que nous puissions la débarrasser du soupçon qui pèse sur son impartialité et que les relations soient éclaircies entre le corps de la magistrature et l'exécutif. Elle a eu raison, Christiane Taubira, de stopper l'incendie. Il fallait mettre un terme rapidement à cette polémique. Oui, tout à fait. Je trouve qu'elle est vraiment là, totalement dans son rôle de garde des Sceaux. Elle l'est d'ailleurs habituellement. Elle a dit, sans dramatiser, sans polémiquer, sans en rajouter, parce que je trouve que, voilà, bien évidemment que c'est... on ne peut pas, surtout quand on est garde des Sceaux, voir ça à la légère. Enfin, en même temps, j'ai entendu notamment M. Hortefeux. Il porte plainte, parce qu'il figure sur ce mur. Oui, puis je pense qu'il doit être un des premiers, je ne vais pas rajouter le roi, mais en tout cas, il doit être un des premiers à figurer sur le mur. Donc, il porte plainte. Oui, il est dans son droit de porter plainte. Donc, celles et ceux qui souhaitent porter plainte le font. Après, que ça devienne une affaire d'État, voilà, il faut trouver la bonne mesure. Et je trouve que Christiane Taubira l'a trouvé. Le magistrat est un syndicat comme un autre. Est-ce qu'il peut y avoir comme ça une politisation ouverte, affichée? Écoutez, moi j'aimerais aller voir ce qui se passe dans les bureaux des comités d'entreprise, de syndicats d'entreprises publiques par exemple, et de voir ce qui est affiché sur les murs. Voilà, sauf que ça ne nous regarde pas et c'est pas voilà, c'est un bureau, c'est un lieu privé. Alors c'est vrai que là, l'erreur sans doute, c'est de faire entrer des journalistes, puisque visiblement, et c'est le cas pour Atlantico qui a filmé discrètement, mais qui a filmé quand même et qui l'a mis sur son site. Voilà, là, il faut une responsabilité pour ceux qui veulent ça. Ça puisse choquer, parce que finalement, en sens inverse, vous verriez un mur des cons, entre parenthèses, de gauche, sur un syndicat de droite. De gauche, qui sont... J'essaye... c'est peu... comme quoi, vous voyez, eux, ils ont compris qu'on était là depuis peu de temps. Et peut-être que dans 2 ans, on sera plus nombreux, j'en sais rien, mais... Je crois qu'il faut disparaître, ce mur. Je crois, oui, il va disparaître, mais je crois qu'il faut prendre les choses avec un peu plus de sérénité et de pas dramatiser sur tout.
tout, parce que alors à ce moment-là, on n'est plus crédible dans la hiérarchisation des priorités. Encore une fois, je soutiens la garde des Sceaux dans ce qu'elle a dit dans l'hémicycle. C'était responsable, c'était sérieux, mais voilà, je pense que ça ne vaut pas non plus une polémique qui dure depuis 2 jours. Annick Le Petit, cette émission est terminée. Merci beaucoup d'y avoir participé. L'hémicycle, vous ne siégez plus pendant 15 jours. Peut-être prenez-vous quelques vacances parlementaires. Assez peu, parce que j'ai pas eu le temps, mais on travaille sur un texte logement qui arrive dès la rentrée parlementaire. Comme quoi, vous voyez, la relance et l'investissement, ça arrive. Quant à nous, eh bien, on se retrouve seulement dans 3 semaines, puisque il n'y a pas d'hémicycle et donc pas de Parlement hebdo dans les 2 semaines qui viennent. Merci beaucoup, merci Delphine. Merci Aude. Et donc à dans 3 semaines. Au revoir. Entre 1960